Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment, au cabinet, j'utilise le larynx à soufflet. Lorsque j'ai réalisé un examen vidéo du larynx d'un patient, avant de lui montrer les images sur l'écran d'ordinateur, je lui explique d'abord en 3D la position et les différents organes que l'on va retrouver sur la vidéo. Alors d'abord, je lui montre que le larynx, c'est en fait un tube qui est placé dans notre cou, à peu près comme ça. Et pour l'examen, j'ai tenu la pointe de la langue, puis j'ai placé mon endoscope au-dessus de la langue afin de le mettre à la verticale au-dessus de l'orifice laryngé afin de pouvoir voir le contenu du larynx. Donc je montre au patient qu'en regardant dans cet orifice, on va voir en enfilade le contenu du larynx. Bien entendu, ce larynx est composé de différents étages. L'étage du milieu, c'est celui des cordes vocales. En dessous de cet étage se trouvent des anneaux, dont les anneaux de la trachée, qui vont conduire dans la voie respiratoire jusqu'au poumon. Au-dessus de l'étage laryngé se trouve un autre étage, un étage qu'on appelle celui des fausses cordes vocales ou des bandes ventriculaires, qui vont avoir des fonctions physiologiques particulières. Lorsque le larynx est dans une fonction respiratoire, il va avoir tendance, comme un accordéon, à se déplier et donc s'allonger. Lorsqu'il s'allonge, lorsqu'il se déplie, la musculature à l'intérieur se relâche. Et c'est dans le bâillement que le larynx est le plus relâché. À l'inverse, lorsque le larynx se compacte, ce qui se passe dans la déglutition, et qu'en plus le clapet de l'épiglotte se referme, le larynx se trouve complètement verrouillé. Dans cette position, c'est là où les muscles sont contractés au maximum. Et donc les aliments qui arrivent dans la cavité buccale vont être conduits derrière le larynx et il n'y aura donc pas de fuite. Le larynx est donc un ressort qui peut être plus ou moins compacté. La position la plus dilatée, c'est la respiration. La position la plus contractée, c'est la déglutition. La phonation, ça va être un jeu de ce ressort entre le ressort dilaté, ressort un peu plus compacté, en fonction des sons que l'on va émettre, de leur hauteur et du rendu du timbre. Avant de montrer les images vidéo aux patients, je leur explique qu'on va regarder en permanence sur la vidéo à quoi ça correspond sur le larynx à soufflet. Par exemple, là, début de la vidéo, on va bien situer les choses. Ici, on a la base de langue, ici, l'épiglotte. Donc on est bien à cet endroit, base de langue et épiglotte. Entre la base de langue et l'épiglotte se trouve un petit récessus, un petit cul-de-sac, qu'on appelle la vallécule, ici. Et par exemple, dans cette vallécule, à gauche, le patient a un peu une stase salivaire. Lorsque l'épiglotte va se redresser, elle va nous permettre de voir le contenu du larynx, parce que pour l'instant, elle est penchée vers l'arrière, ce qui fait qu'on ne voit que l'arrière du larynx, que les aryténoïdes. On voit d'autres structures, par exemple ici, c'est ce que l'on appelle le sinus piriforme, de l'autre côté aussi, avec ici, on voit le ligament ariépiglottique, ici qui est caché par la salive. Donc on va lancer la vidéo. Voilà. On est maintenant au-dessus du larynx. L'épiglotte s'est bien redressée, nous permettant de voir le larynx. Alors, on sait, nous, que le larynx, c'est un tube qui a une certaine hauteur. Mais ramené à l'écran, on a l'impression que toutes ces structures sont dans le même plan. On a la corde vocale, la bande ventriculaire, le ligament ariépiglottique, le bord supérieur de l'épiglotte, le sinus piriforme et bien entendu, tout ça est normalement dans une certaine profondeur. Mais le fait de le ramener à l'écran, tout est dans le même plan. Et par ailleurs, comme c'est ramené à l'écran, tout est verticalisé. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes pensent que les cordes vocales sont verticales. C'est normal, puisqu'elles sont ramenées à l'écran. Voilà le haut de l'écran, voilà le bas de l'écran. Il est logique de penser que les cordes vocales sont tendues de haut
en bas. Mais les cordes vocales sont horizontales, parce que tout ça est lié au fait qu'on les regarde vues du dessus. Et ramenées à l'écran, elles ont une position qui apparaît verticale. Et donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir expliquer aux patients que les bandes ventriculaires, certes, sont un peu latérales par rapport aux cordes vocales, mais elles sont aussi au-dessus, comme on l'avait vu ici. C'est-à-dire que voilà le plan des cordes vocales et voilà le plan des bandes ventriculaires. Donc il y a un espace entre les deux. Et on va pouvoir ainsi expliquer aux patients que eh bien, nous allons regarder sur cette vidéo le comportement des cordes vocales. On va faire bien attention au comportement du bord libre de chacune des cordes vocales, mais on va aussi regarder le comportement des bandes ventriculaires pendant la phonation. Les bandes ventriculaires pendant la phonation n'ont pas de rôle physiologiquement. Elles n'ont de rôle que dans la déglutition, bien entendu, mais aussi dans les efforts à glotte fermée, comme la toux par exemple. Mais dans la phonation normale, les bandes ventriculaires ne participent pas. Donc si on les voit participer, c'est que le patient est déjà dans un processus de compensation. Et là on voit que chez ce patient, la participation des bandes ventriculaires est très importante, tellement importante que les bandes ventriculaires par moments se touchent, viennent au contact, rendant même impossible la visualisation des cordes vocales. Donc chez ce patient, on peut d'emblée parler de larynx hypertonique. On a une participation constante des bandes ventriculaires pendant la phonation, ce qui laisse à penser que ce patient est en difficulté au niveau phonatoire, puisqu'il a toujours besoin d'utiliser ses bandes ventriculaires pendant la phonation. Ce qu'on appelle des attaques en coup de glotte, avec un contact complet des bandes ventriculaires lors de l'attaque des sons.